Je m'incline devant l'unité et la suprématie du Haut Conseil. Béatitude sur vous, baron. Quelle nouvelle de l'Empire? Où en est le dictatorium du Chronicité? Les règles sont-elles soumises? Bonheur sur eux, bonheur sur nous, unité! La différence est abolie. L'unité est appliquée. Le dictatorium est instauré. Pourtant, on nous rapporte qu'un groupe de surhommes semble résister. Quant à l'anomalie, quel est-il? Ces interviews divisent l'unité. Critique! Quelles sont vos méthodes d'investigation, baron? Le fugitif responsable des boucles temporelles provient d'univers alternatifs. C'est un naufragé du temps, égaré dans l'immensité du multivers. Son monde fait de vapeur et d'acier a été appréhendé. Nous y avons envoyé nos forces célestes, et nous nous sommes emparés de leurs machines temporelles. Leurs armées sont défaites, leur monde est brisé. Cet univers est le nôtre à présent. Quant à ces héros de pacotille, ils ne sont qu'une rumeur, provenant de récits feuilletonesques, qui ne sert qu'à alimenter les fantasmes névrotiques d'une société aveugle et décadente. Dans ce cas, baron, pourquoi ces rumeurs continuent-elles d'éclabousser notre belle cité? Comment garantir la sécurité de notre utopie, nos valeurs et la loyauté de tous nos concitoyens à l'Empire du Chronicité? L'individualité nuit à l'unité. Une fois encore, la différence s'est introduite à une chronicité. Une fois encore, l'anomalie doit être éradiquée. Nous sommes à sa poursuite. L'anomalie se trouve actuellement dans l'univers 3, le plus instable de tous. Le repère du script de l'imaginaire. Il ne nous est pas permis de pénétrer dans cet espace-temps. Il nous est interdit à tout jamais. Maudit soit-il! Abomination! Soyez sans crainte, seigneur du Chronicité. Nous l'attraperons et nous le soumettrons. Dussé-je brûler leur réalité tout entière? Prenez garde, baron. Défier les dieux de l'univers n'est pas une option. Oubliez cet espace-temps, capturez le fugitif et finissons-en. Sera fait selon vos ordres, seigneur. En France, la seule traduction qu'il y a eu de Captain Future, elle date des années 70, et encore c'était dans les meilleurs récits de Starting Stories, que j'ai lu, hein. Il n'y en a qu'un seul, il a fallu attendre 40 ans pour que ce soit traduit en France. Pourquoi autant de temps, alors que par exemple le dessin animé avait connu un succès gigantesque? Pourquoi les éditeurs n'ont pas cherché à publier, à faire connaître davantage ces aventures, hein? C'est quand même incroyable, 40 ans quoi, c'est énorme. Bah, parce qu'il n'était pas aussi génial que moi. Et non, je sais. Enfin, après, bon, c'est une aventure un peu de longue haleine. C'est
une bonne quinzaine de romans, plus même, l'équivalent d'un ou deux recueils de nouvelles, donc c'est... Je sais pas, je pense que c'est le côté... Je pense que c'est le côté un peu juvénile de la série qui les a un peu refroidis. Il faut savoir par exemple qu'un des plus grands écrivains de science-fiction, Robert Heinlein, a écrit, je sais pas, 13 ou 14 romans pour la jeunesse, qui sont d'excellente qualité et parfaitement lisibles par les adultes. Mais même encore maintenant, Heinlein, qui a eu 4 ou 5 prix Hugo, tous ses romans pour la jeunesse ne sont pas traduits. Donc peut-être il faut chercher un peu dans cette optique-là, je sais pas. Puis, il faut bien reconnaître que pendant longtemps, bon, j'allais dire que la science-fiction était aux mains de... Non, les collections étaient souvent dirigées par des gens de gauche ou d'extrême gauche, mais c'est même pas vrai. Donc honnêtement, non, j'en sais rien. Moi, je sais que quand j'ai proposé à mon collègue et néanmoins boss au Bélial, Olivier Girard, il m'a dit tiens, une idée. Il m'a dit mais ça n'a vraiment jamais été fait. Je dis, ça n'a jamais été fait, alors que c'est paru en Allemagne, en Espagne, en Italie, dans les pays en Amérique du Sud, puisqu'évidemment la traduction espagnole existait déjà. Donc et effectivement le dessin animé a été diffusé dans je ne sais combien de pays. Et en France, il a eu du succès parce qu'il y a la seule trace qu'on avait en quelque sorte du Capitaine Futur, c'était qu'il y avait des traductions pirates des romans qui existaient parce qu'il y avait un très beau, un très complet site sur Capitaine Flamme dont le design doit dater de 1996 environ, mais qui est à peu près toujours pareil. Mais c'est une vraie communauté avec toutes sortes de documents, etc. Et ils sont allés jusqu'à traduire, bon, comme ils ont pu, c'est pas des professionnels, mais en tout cas à donner une version française des romans à ceux qui avaient envie de les lire. Donc lorsque le Bélial a commencé à publier les aventures de Captain Future, c'était en 2017, c'est ça hein En fait, tu as commencé à traduire avec les Harpistes de Titan, qui était justement la nouvelle qui avait été publiée chez J'ai lu. Comment tu t'es emparé du sujet? Comme ça n'avait jamais été fait, à part dans J'ai lu, pour cet extrait? J'ai un peu retravaillé on a effectivement mis à disposition gratuitement, avec l'accord de l'agent et des ayants droit d'Hamilton, évidemment, la nouvelle pour annoncer un peu la publication. Et j'ai travaillé en fait sur tout en même temps. J'ai réécrit la nouvelle et la traduction. Et j'ai traduit les deux premiers volumes qui sont parus ensemble, et je les ai traduits l'un après l'autre. Donc en fait, j'ai très vite mis en place une espèce de... On peut pas dire Bible, mais enfin, oui, il y a quand même des concepts, des trucs qui reviennent de roman en roman, quoi. Comme Hamilton était un petit malin, il y a même des passages qui reviennent de roman en roman, parfois à peine déguisés, quoi. Donc je peux aller... Pas souvent, mais de temps en temps, je peux aller... Je me dis, mais j'ai déjà lu ça. Ah oui, d'accord, alors je peux aller récupérer le bloc de texte, le coller, c'est ce qu'il a fait aussi, quoi. Donc, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de petit profit. Et oui, donc on a fait ça. Et puis, pareil, pour essayer de mettre un peu de la lumière sur l'auteur, on a fait un Bifrost spécial sur Hamilton l'année suivante, pour essayer un peu d'amorcer la machine. Et puis voilà, on a essayé de se donner... là, maintenant, ça a son petit rythme, on en fait un par an. Et ça... Je peux pas dire que c'est un succès foudroyant, le Capitaine Futur, honnêtement. Ça va, ça perd pas d'argent. Ça n'en gagne pas énormément non plus, mais on a l'impression que ça s'installe petit à petit. On n'a certainement pas rameuté encore tout le public qui regardait Capitaine Flamme en étant enfant ou ado. Peut-être que tout simplement ils savent pas que ça existe et que ça se découvrira petit à petit, je sais pas. Ce que je sais, c'est que ça nous amuse, qu'on a trouvé on a un peu tâtonné, mais on a fini par trouver une bonne charte graphique avec Philippe Gadi, l'illustrateur et maquettiste. Il y a une grosse différence par exemple entre les deux premiers et puis les suivants, mais on préfère tous ce qu'il a mis au point pour les suivants, même si les premiers sont marrants, mais ils sont vraiment très pulps de l'époque. Là, il a vraiment trouvé un truc qui est moderne, tout en évoquant un peu l'esprit d'alors. Et c'est pareil, ça participe de la remise à niveau un peu, et de la mise à disposition à un public moderne, quoi. Et
On sent bien qu'il y a un côté que ça fascine un peu les gens parce que c'est une science-fiction plus innocente. Alors il faut pas se laisser, faut pas se leurrer. C'est pas. Je veux pas avoir l'air non plus méprisant. J'aime beaucoup ça, mais je reconnais que c'est pas des chefs-d'œuvre de la science-fiction. C'est pas Robert Silverberg, c'est pas Philippe K. Dick, c'est pas Ursula Le Guin, c'est pas les grands auteurs. Mais moi, de la même manière que Star Wars, ce n'est pas, je sais pas, Orson Welles ou François Truffaut. Mais moi, je m'amuse à les faire. Je pense qu'on s'amuse à les lire, et je pense qu'on n'en sort pas plus bête qu'en entrant. Et donc, et ça offre un vrai divertissement. À partir de là, moi, je fais ça sans aucune arrière-pensée et sans aucun remords. Au niveau du Edmond Hamilton, on dit souvent que c'est un des pères du space opéra. Hein. Lorsqu'il a commencé, est-ce qu'il y avait déjà des auteurs qui travaillaient dessus, qui avaient déjà un peu amorcé le genre, ou non, c'est vraiment lui qui a... Non, il y a le vrai père du space opéra. Si on passe outre des gens comme Jules Verne et H.G. Wells, dont on pourrait arguer qu'ils ont quand même vraiment déjà popularisé l'idée du voyage spatial et même l'idée du contact avec les extraterrestres, pour l'un comme pour l'autre, la guerre des mondes et les premiers hommes dans la Lune. Le premier qui a vraiment fait du space opéra au sens où on l'entend, c'est Doc Smith, qui a écrit à partir de des années 1910. Et c'est paru un peu plus tard une première série, ce qu'on appelle Fulgure en français, et qui pose tous les archétypes. Grande bataille spatiale, scientifiques qui sont aussi des aventuriers, extraterrestres tous plus bizarres et éventuellement méchants les uns que les autres. Alors on est dans du western. Les guerres indiennes sont finies depuis pas très longtemps, depuis une vingtaine d'années à peine. Et du coup, la frontière est enfin conquise. Presque tous les États américains existent sous la forme d'États et pas simplement de territoires, donc de lieux un peu anarchiques. Donc effectivement, le développement de la science-fiction, c'est au départ le développement du space opéra, essentiellement. Et le space opéra se crée parce que c'est la nouvelle frontière. D'ailleurs, c'est pas une coïncidence, ça s'appelle le space opéra. Au départ, le space opéra, c'est un terme négatif, inventé par un auteur qui s'appelle Wilson Tucker, pour se moquer justement de ce genre de récit en les comparant au soap opéra, c'est-à-dire au feuilleton un peu larmoyant qu'il y avait à la radio, et au horse opéra, qui était les westerns qui paraissaient dans les pulps. Donc Hamilton avait déjà fait l'équivalent d'une trilogie de romans sur une patrouille spatiale dès les années 20. Donc tout de suite on est dans de la littérature sérielle à relativement longue haleine. Il y a aussi La Légion de l'espace de Jack Williamson qui pareil date des années 30. Donc Doc Smith, Hamilton et Williamson, c'est vraiment les trois fondateurs du genre, enfin du sous-genre du space opéra. Mais évidemment tout le monde va leur emboîter le pas. John W. Campbell, qui après va diriger à Standing et va en faire une revue beaucoup plus sérieuse, qui va découvrir tous les grands auteurs de l'âge d'or, Heinlein, Asimov, Van Vogt, Sturgeon, etc., etc. Il a commencé en écrivant des space opéras échevelés, exactement comme du Hamilton ou du Doc Smith. Simplement, il avait lui aussi la capacité de faire autre chose, de faire mieux, de faire plus adulte. Donc, ces balbutiements qui datent essentiellement du milieu des années 20, un peu plus tôt pour Doc Smith, à la fin le milieu des années 30, ou la fin des années 30, très vite, on va passer à une science-fiction beaucoup plus mature, où il va toujours y avoir du space opéra, mais va passer par là la robotisation, la conquête spatiale vue de manière plus réaliste. Évidemment, il y aura la guerre, il y aura Hiroshima, qui est un cataclysme, parce que ça y est, ce qu'on a prévu c'est réalisé, mais c'est un cataclysme, c'est une catastrophe. On peut maintenant détruire l'humanité comme ça, comme Hamilton,
éteignait un soleil dans ses textes 10 ans auparavant. Donc tout ça va percoler dans la science-fiction. Et à la fin des années 40, au tout début des années 50, il y a 2 revues qui vont arriver, qui vont complètement rebattre les cartes. Galaxy et The Magazine of Fantasy and Science Fiction, qu'on connaît beaucoup mieux en France, ce qui nous a donné pendant très longtemps une vision biaisée de la science-fiction américaine, parce qu'elles avaient des éditions françaises, alors que les autres revues n'en avaient pas. Donc il y a tout un ensemble d'auteurs qu'on connaît en fait très très mal en France à cause de ça. Et même Hamilton, il va arriver à placer les textes dans The Magazine of Fantasy and Science Fiction et dans Galaxy jusqu'aux années 60 et même 70. Donc c'est, là encore, c'est pour bien dire qu'il y a le Capitaine Futur et ce côté un peu ludique de la science-fiction, mais il avait parfaitement la capacité, et il l'a amplement démontré par la suite, de faire des textes beaucoup plus élaborés, beaucoup plus réalistes, même beaucoup plus sombres. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, c'est ça qui me fascine chez l'auteur. Honnêtement, s'il a été que le Capitaine Futur, on n'aurait probablement pas fait un Bifrost spécial sur Hamilton. L'avantage d'Hamilton, c'est qu'il y a le Capitaine Futur, la saga des étoiles, les loups des étoiles, Ville sous globe, des nouvelles parfois très dark. Et c'est ça qui est intéressant. C'est un type qui a eu une carrière de 50 ans, en gros. Et pendant ces 50 ans-là, il a évolué tout du long, et il a su se diversifier. Par exemple, ça, c'est un beau recueil qui est sorti il y a déjà une quinzaine d'années, de ces textes d'horreur. Il y a un roman qui est paru sous pseudonyme et qui est une réécriture très astucieuse de Dracula. C'est drôle. C'était vraiment quelqu'un qui avait des capacités à faire des choses. Bon, il fallait aussi qu'il mange. Donc évidemment, il essayait de placer les textes dans le maximum d'endroits possibles. Mais ça a fait qu'on a eu un auteur qui, en plus, lorsqu'il a été marié à Leigh Brackett, a été confronté à un autre écrivain sous son toit. C'était un écrivain, certes, qui faisait des aventures, plutôt ce qu'on appelle du planet opéra, des aventures un peu à la Edgar Rice Burroughs sur des mondes chamarrés, ce que utilisera plus tard Jack Vance pour donner un repère que les gens peuvent connaître. Et je pense qu'il y a eu une influence, vraiment, le simple fait qu'ils discutaient de leurs textes, peut-être qu'ils se relisaient mutuellement. Il y a un avant et un après Leigh Brackett chez Hamilton. Je suis à peu près certain qu'elle lui a fait du bien, c'était sa femme, mais en plus elle lui a fait du bien en tant qu'écrivain, en tant que collègue, tout simplement. Merci beaucoup Pierre-Paul. Merci de m'avoir reçu dans ton vaisseau, en tout cas en distanciel. Avec plaisir, avec grand plaisir. Salut Pierre-Paul. Écoute, bonnes aventures et gaffe à l'atterrissage quand même. Tu aurais peut-être laissé auto-piloter parce qu'il a de bons réflexes quand même, ce con. Oui, il vaut mieux. Je suis pas très doué. Allez, salut et merci encore. C'était très sympa. Et ben voilà, on y est arrivé. Ce Pierre-Paul est épatant. Il a traduit des centaines et des centaines de bouquins. C'est bon? T'as ton enregistré sur le bande? Parfait. Comme ça, si on veut en savoir davantage sur le métier de traducteur ou sur les différentes publications du Capitaine Futur chez Le Bélial, il y aura juste à insérer un lien après l'émission. Ouais, je suis d'accord avec toi. Maintenant, on en sait davantage sur la science-fiction, le space opéra et ses fameux pulps. Une expo? Quelle exposition? Une exposition en hommage à Joseph Alterbach? Ouais, je me souviens. C'était pas un spécialiste de ce qu'on appelait avant la science-fiction? Et elle est où cette expo? En 2021? Encore? Oui, moi aussi j'ai envie de la voir cette expo, mais... Mazden? Ouais, qu'est-ce que tu veux, Sky? Prépare-toi, on descend sur Terre. Ah, et dis-moi, est-ce que tu pourrais nous ouvrir un portail interdimensionnel? Époque 2021. Quoi? Ça va pas? C'est énorme. C'est la fin du monde là-bas. Et c'est pas mal, faut changer que ça changera quelque chose.
Qu'y a-t-il? Monseigneur, le vaisseau a été repéré dans l'univers 3. Il se rapproche de la planète interdite, année 2021. Très bien. Enclenchez le mode de camouflage optique. Brouillez notre position. Et suivez-le en toute discrétion. Prévenez l'amiral que personne ne doit savoir où nous nous rendons. À vos ordres. Où en est l'enquête avec le centre des communications interdimensionnelles? Les équipes de recherche se mobilisent, Seigneur. L'enquête progresse. Nous sommes sur une piste. Parfait. Passez-moi le centre de détention sur Proté. Oui, Seigneur. Votre Altesse? Votre Altesse? Un appel prioritaire du baron. Nous avons essayé de vous joindre sur le commutateur. Votre Altesse? Transférez l'appel. Je prends la communication. Quartier principal de détention. Que puis-je pour vous, mon cher baron? Je viens m'enquérir de nos hôtes. Comment sont-ils aujourd'hui? Très bien, ils se portent à merveille. Les renégats emprisonnés sur Titan sont toujours muets, mais leur état est stationnaire. Le couple de terriens a été déporté sur Jupiter 2 pour une rééducation cognitive au rayon X. Le maréchal de la guilde et l'individu inconnu sont soumis à la question. Quant au mâle mandalorien et la femelle elfe, ils sont sous sédatifs opioïdes, en attente de transfert vers Uchronicité. Comment? Qui en a donné l'ordre? Mais le Haut Conseil, mon cher baron. Souillés par le péché, ils seront jugés et exécutés pour haute trahison. Puisse l'unité les pardonner. Je ne comprends pas. N'était-il pas préférable d'en savoir davantage sur la nature de ces terroristes? Oui, bien entendu. Mais que voulez-vous? Le Haut Conseil a été formel quant aux implications liées aux anomalies. Annulez l'ordre. Comment? Mais c'est impossible. Vous n'en avez pas l'autorité, mon cher baron. J'en prends la responsabilité. J'informerai le Haut Conseil. Cher comte. Allez chercher les prisonniers. Ce qui est fait ne peut être défait. Pauvre fou.